Mes parents et mon frère ont refusé d'emmener ma fille de 15 ans aux urgences après qu'elle se soit cassé la jambe. On n'a pas le temps, ont-ils dit. Ensuite, ils l'ont fait marcher pendant 3 heures. Je n'ai pas crié. Je l'ai fait 4 jours plus tard. Il hurlait de panique. C'était un mardi, juste un mardi ordinaire, abrutissant, noyé sous la paperasse. J'étais à mon bureau, en train de devenir aveugle à cause des formulaires, à mâcher un stylo qui avait renoncé à écrire depuis longtemps. Mon bureau sentait le café tiède et l'air recyclé, le genre d'odeur qui s'imprègne dans vos vêtements et votre âme. Puis le nom de Sophie est apparu sur mon téléphone, FaceTime. J'ai souri sans réfléchir, probablement une mise à jour des vacances. Peut-être qu'elle me montrerait un nouveau bracelet qu'elle a troqué, ou une collation locale avec un nom que je ne pouvais pas prononcer. Le voyage était son idée. Accompagner mes parents, mon frère Marc et ses cousins pour une petite visite touristique hors de l'État. Cela coïncidait avec ses vacances de printemps. Je ne pouvais pas y aller. Mon mari non plus. Nous avions tous les deux du travail. Et bien que je ne prenne pas l'avion du tout, pas depuis une décennie, pas une question d'ambiance, une véritable phobie. Paume moite, cœur qui s'emballe, crise de panique à la limite à la porte d'embarquement. Même l'odeur du carburant d'avion me serre la gorge. On conduit. On prend le train. On reste au sol. C'est comme ça que je fonctionne. Quoi qu'il en soit, le but est que je ne m'attendais pas à un traumatisme. Je m'attendais à un selfie du marché. Alors j'ai décroché. Pas de sourire, pas de bruit, juste Sophie assise raide sur un lit d'hôtel, de la glace, fatiguée, sa voix mince. « Salut maman », a-t-elle dit, « est-ce que je peux te dire quelque chose sans que tu paniques ?» Spoiler, j'ai paniqué. Pas visiblement, pas bruyamment, mais intérieurement. Panique. Remplacement complet du système. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, déjà debout. Elle a retourné la caméra. Sa jambe était posée sur un oreiller d'hôtel, gonflé, rouge, violette. La peau était tendue autour de sa cheville et de son tibia. Pas meurtri, gonflé, anormal. Je crois que je l'ai cassé, a-t-elle dit. Pendant une seconde, mon cerveau s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire, tu crois que tu l'as cassé? Je suis tombé hier dans les escaliers de ce vieux truc de palais. Hier, oui. Je me suis assise lentement, comme si la gravité était plus lourde d'un coup. D'accord. Qui l'a vu? Grand-maman? Grand-papa? Oncle Marc? Et ils ont dit que ce n'était pas si grave. Ce n'était pas vraiment gonflé au début. Ils pensaient que c'était juste une ecchymose. J'ai cligné des yeux. Alors ils ne t'ont emmené nulle part? Non. On a continué. J'ai marché dessus. J'ai fermé les yeux. Combien de temps as-tu marché? 3 heures, peut-être un peu plus. 3 heures là-dessus? Elle a hoché la tête. Ils ont dit que j'étais dramatique. Voilà la devise familiale. Ils m'ont dit que je me sentirais mieux une fois la visite terminée, a-t-elle ajouté, avec une telle désinvolture que cela m'a retourné l'estomac. Et maintenant, ça fait plus mal. Beaucoup plus mal. Où sont-ils maintenant? Elle a hésité. Dehors. Ils ont dit que je pouvais me reposer à l'hôtel. Mes mains se sont immobilisées. Tu es seule? Elle a de nouveau hoché la tête. Dans un autre état. Oui. Je l'ai fixé. Il ne bouge pas. J'arrive. Tu n'es pas obligé. Si, mais tu devrais prendre l'avion. Je suis au courant. Elle a cligné des yeux. Tu n'as pas pris l'avion depuis. Je sais. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je suis déjà en train de chercher des vols, ai-je dit. Cette fois, elle n'a pas protesté. Sa voix est devenue petite. D'accord. J'ai raccroché, ouvert mon ordinateur portable et cherché. Un vol, une place, départ dans 90 minutes. Pas le temps d'avoir peur. Pas le temps pour la logique. Pas le temps pour quoi que ce soit. J'ai réservé. Puis j'ai appelé mes parents. Messagerie vocale. J'ai réessayé. Toujours la messagerie vocale. J'ai appelé Marc. Il a répondu, enjoué. Salut, comment ça va? Tu as laissé Sophie seule dans un hôtel avec une jambe possiblement cassée. Il a marqué une pause.
Elle a dit qu'elle allait bien. Elle ne peut pas marcher. Elle a toujours été un peu sensible. Sensible? Allons. C'est probablement juste une entorse. Le gonflement n'a même pas commencé avant hier soir. Tu l'as fait marcher pendant 3 heures. On ne l'a pas forcée. Elle a 15 ans, Marc. Elle vous a dit que ça faisait mal et vous l'avez laissée seule. Elle a dit qu'elle voulait se reposer parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Il a soupiré. Tu exagères. Voilà, encore une fois, toujours moi, toujours elle. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Puis j'ai attrapé mon sac, fermé mon ordinateur portable et dévalé le couloir. Mon patron a levé les yeux quand j'ai fait irruption dans son bureau. Urgence familiale, ai-je dit. Je dois y aller. Quel genre d'urgence? Le genre où je pars tout de suite. Il a froncé les sourcils. Tu viens d'être affecté à... Je sais. Je suis désolé. Il a commencé à argumenter. Je n'ai pas attendu de l'entendre. Je suis sorti. Dans l'ascenseur, j'ai réservé un taxi. Dans le taxi, j'ai envoyé un texto à Sophie, j'arrive. Ne prends rien. Reste au lit. Elle a répondu avec un simple emoji cœur. J'ai fixé ce petit cœur rouge pendant tout le trajet jusqu'à l'aéroport. Et puis j'ai couru. À travers l'enregistrement, à travers la sécurité, en sueur, désorienté, combattant l'envie irrationnelle de faire demi-tour. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai couru comme quelqu'un qui est poursuivi. Peut-être que je l'étais, par le fantôme de chaque fois où on m'a dit que j'étais trop sensible, que j'en faisais trop, que j'avais trop peur. Je suis arrivé à la porte d'embarquement avec quelques minutes de retard. Pas de bagages enregistrés, pas de chemise propre, juste moi, ma peur et le fait que je n'allais pas laisser ma fille être ignorée une seconde de plus. Je déteste prendre l'avion. Je le déteste vraiment, vraiment. Mais je déteste ceux qui lui ont fait encore plus. Alors je suis monté dans l'avion, et je n'ai pas crié. Pas encore. Mais 4 jours plus tard, c'était eux qui criaient. La femme à côté de moi dormait, le front contre la fenêtre et un sac de bretzel posé sur sa poitrine. Je l'enviais. Je n'avais pas desserré la mâchoire depuis le décollage. Mes paumes étaient moites, mes genoux bloqués. Chaque petite secousse me retournait l'estomac, mais je n'ai pas soufflé mot. J'ai regardé droit devant moi comme si j'étais testé, comme c'était le cas. Pas par les turbulences, pas par l'avion, par moi, par chaque voix dans ma tête me disant que c'était une réaction excessive, que j'étais dramatique. Cette voix ressemble beaucoup à celle de ma mère. Je n'avais pas pris l'avion depuis plus de 10 ans, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne pouvais pas. Dès que mon pied touche le sol d'un aéroport, ma poitrine se serre. Mon cerveau repasse en boucle chaque vol horrible que j'ai jamais eu, comme un best-of de la honte. Surtout celui où j'avais 10 ans, en sanglotant à cause des turbulences, en agrippant la tablette comme si elle pouvait me sauver. Marc l'a filmé avec le caméscope de son père. Des années plus tard, il a ajouté des effets sonores, l'a projeté à Thanksgiving. Tout le monde a ri. J'étais encore une enfant. Je me souviens de la voix de ma mère, tu dois vraiment te sortir de ça. Je ne l'ai jamais fait. J'ai juste cessé de me mettre dans des situations où les gens pouvaient me voir paniquer. Il le saura. Marc a 3 ans de plus que moi, l'enfant chéri, athlétique, bruyant, toujours la star de chaque barbecue dans le jardin. Il avait le genre d'énergie qui remplissait une pièce et ne se demandait jamais si elle le devait. Moi, par contre, j'étais allergique à la moitié du jardin. Les chats, le pollen, l'herbe, les bruits forts me donnaient des maux de tête. Les hauteurs me donnaient le vertige. Mes genoux me faisaient mal après avoir trop marché, et j'ai même fait un malaise lors d'une randonnée à cause de la chaleur. Ma mère m'a donné la moitié d'une bouteille d'eau et m'a dit de me durcir. Tout ce que je faisais était considéré comme une ruse pour attirer l'attention, un stratagème, une performance. Peu importe ce que je disais ou avec quel calme je le disais, j'étais toujours trop sensible. Si je pleurais, c'était faux. Si j'avais peur, c'était embarrassant. Si je demandais à rester derrière, j'étais égoïste. Ils m'ont traité de reine du drame avant même que je n'atteigne le double chiffre. Marc, quant à lui, pouvait se fouler un petit doigt et être ramené à la maison comme un héros de guerre. Les règles étaient différentes pour lui. Elles le sont toujours. Je ne parlais pas beaucoup en grandissant. Je n'en voyais pas l'intérêt. Je me contentais de regarder.
J'ai appris les schémas. J'ai cessé de réagir. Et puis je me suis enfui, j'ai étudié le droit, je suis devenue enquêtrice criminelle. Les gens étaient surpris. N'est-ce pas un peu intense pour quelqu'un comme toi, voulant dire, n'es-tu pas trop délicate, trop réactive? Oh, je ne suis pas délicate. Je sais juste ce que ça fait de ne pas être cru. J'ai construit une carrière autour des preuves, autour de la logique, autour de la vérité qui n'a pas besoin de permission pour exister. Je pensais peut-être que ce serait suffisant pour que mes parents commencent à me voir différemment, comme capable, comme quelqu'un qu'ils pourraient respecter. Ce n'était pas le cas. Même maintenant, ils me traitent toujours comme si j'étais à quelques secondes de fondre dans l'allée des conserves. Et puis Sophie est née. Elle était parfaite. Petite et silencieuse et réfléchie, avec ce petit pli sur son front comme si elle avait déjà compris que le monde était un bazar et qu'elle essayait de le réparer avec gentillesse. Elle était comme moi. Dès le premier jour, j'ai juré de la protéger, et je l'ai fait. Quand mon père a plaisanté, voici la reine du drame 2.0, j'ai mis fin à ça. Quand la fille de Marc, Haley, a été félicitée pour son caractère fougueux et que Sophie s'est fait dire qu'elle était trop émotive, j'ai dit, non, pas sous ma surveillance. Du moins pas tant que je suis dans la pièce. Mais c'est ça, avec les enfants. Ils remarquent les silences plus que le bruit. Ils ressentent ce qui n'est pas dit, et ils l'intériorisent, comme je l'ai fait. Alors, quand Sophie a demandé à partir en voyage avec mes parents, Marc, Haley et Ben, j'ai hésité. Je ne pouvais pas y aller. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je ne peux pas prendre l'avion. Prendre l'avion me rend malade, pas seulement physiquement, psychologiquement. J'ai essayé la thérapie, l'exposition, même les médicaments sur ordonnance. Je n'y arrive pas. Et Sophie le sait. C'est juste un de ces faits discrets chez nous, maman ne prend pas l'avion. Elle a supplié. Elle voulait vraiment y aller. Elle a dit que ce serait bien de tisser des liens avec ses cousins, qu'elle appellerait tous les soirs. Et ma mère, elle a dit, ne t'inquiète pas. On prendra soin d'elle. Marc a dit, on la surveillera. Haley est excitée. Ensuite, ils ont demandé si je pouvais payer les billets supplémentaires de Haley et Ben, car ils aideraient avec Sophie. C'était présenté comme une faveur, comme si je devais être reconnaissante. J'ai envoyé l'argent. J'ai fait la valise de Sophie moi-même. J'ai inclus ses médicaments contre les allergies, un chargeur de téléphone de secours, des pansements, des collations. Je lui ai fait un bisou d'au revoir dans l'allée et j'ai fait signe avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux. J'avais un pressentiment. Je l'ai ignoré parce qu'une partie de moi voulait croire qu'ils avaient changé, qu'ils avaient grandi, qu'ils verraient Sophie pour ce qu'elle est vraiment, pas comme un miroir de la fille qu'ils n'ont jamais comprise. L'avion a légèrement tressailli. La femme à côté de moi ronflait à travers ça. J'ai serré la coudoir plus fort. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à Sophie sur ce lit d'hôtel, essayant de ne pas pleurer. Me disant que sa jambe lui fait vraiment mal maintenant, me disant qu'elle est tombée hier, qu'ils l'ont fait marcher pendant 3 heures de plus, qu'ils ont dit qu'elle allait bien, qu'elle ne voulait pas gâcher le voyage. Cette phrase m'a anéanti. Je ne voulais pas gâcher le voyage. Elle a appris ça de moi, pas parce que je l'ai enseigné, mais parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai passé toute mon enfance à faire semblant d'aller bien juste pour faciliter les choses pour les gens qui s'en fichaient. Quoi qu'il en soit, j'ai brisé le cycle de toutes les manières possibles, sauf de la manière la plus importante. Je l'ai laissé partir avec eux. Je leur ai fait confiance pour prendre soin d'elle. Ils ne l'ont pas fait. Le signal de la ceinture de sécurité a retenti. La descente a commencé. Mon estomac est tombé. Je me suis penché en arrière et j'ai essayé de respirer. Pas profondément, pas régulièrement, juste assez. Ils pensent que je réagis de façon excessive. Que je vais me pointer et faire une scène. Ils ont tort. Je ne fais pas de scène. Je trace une ligne. Je n'ai pas pris l'avion depuis une décennie. Pas parce que je ne pouvais pas supporter le ciel. Je ne pouvais juste pas supporter ce que ça révélait en eux. Mais pour Sophie, je me poserai en enfer s'il le faut. Au moment où je suis arrivé à l'hôtel, j'avais commencé à oublier comment respirer. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être une scène pathétique, peut-être même des demandes de pardon de la part de mes parents. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que Sophie ouvre la porte elle-même. Elle était pâle, toujours en pyjama, les cheveux noués d'un côté comme si elle ne les avait pas brossés depuis un jour. Mais elle était debout,
en quelque sorte appuyé contre le cadre de la porte comme s'il faisait la moitié du travail. « Tu es vraiment venu ?» a-t-elle dit doucement. Ça m'a brisé. Pas « merci », pas « aide-moi », pas « enfin », juste de la surprise. Comme si elle n'y croyait pas avant maintenant. Comme si je faisais des promesses que je ne tiens pas. Je l'ai prise dans mes bras avec précaution et j'ai dit, bien sûr que je suis venu. Tu es la seule chose sur cette planète qui pourrait me faire monter dans un avion. Ne me fais pas le refaire. Elle a ri un peu, puis a grimacé et s'est éloignée. D'accord, ai-je dit. Il est temps de faire examiner cette jambe avant qu'elle ne commence à briller ou à nous parler. Il nous a fallu 15 minutes pour lui faire mettre ses chaussures. La moitié de ce temps a été passée à discuter de savoir si elle avait besoin des deux. Elle n'en avait pas besoin. Une est restée enlevée. Son pied avait l'air d'avoir avalé une balle de baseball. Pendant que je nouais les lacets, j'ai demandé sans réfléchir, alors, comment c'est arrivé exactement? Des regards, non. Je m'attendais à un « j'ai trébuché », penaud, ou à quelque chose concernant des chaussures glissantes. Au lieu de ça, elle est restée silencieuse. Ce n'était pas vraiment une chute, a-t-elle dit. Ben m'a poussé, pour plaisanter. J'ai levé les yeux lentement. Il ne voulait pas. Je prenais une photo, et il m'a bousculé comme il le fait tout le temps, mais j'ai raté une marche. Et puis j'étais par terre. Ils l'ont vu, tous. Mon cœur s'est serré. Ils l'ont vu. Elle a hoché la tête. Grand-maman a dit que j'étais dramatique. Marc m'a dit d'arrêter de pleurer parce que j'effrayais les touristes. Grand-papa a demandé si je m'étais tordu la cheville avant le voyage. Et tu ne me l'as pas dit au téléphone parce que... Elle a hésité, parce que je pensais que ça allait disparaître, et parce que je ne voulais pas en faire toute une histoire. Je ne voulais pas causer d'ennui à Ben. Je me suis levé. Sophie, quelqu'un te pousse dans un escalier et ta jambe gonfle comme ça, tu ne le protèges pas. Même pas s'il fait partie de la famille, surtout s'il fait partie de la famille. Elle a détourné le regard. Et quand le personnel de l'hôpital te demandera ce qui s'est passé, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux, tu diras la vérité, tout. Sans montage. Elle a hoché la tête doucement. D'accord. Nous sommes arrivés aux urgences. Ils nous ont fait entrer assez rapidement, probablement parce que je leur ai dit que je pensais que sa jambe était peut-être cassée, et aussi probablement parce que j'ai peut-être lancé un regard noir à un presse-papier comme s'il me devait un loyer. L'infirmière a posé les questions habituelles, niveau de douleur, symptômes, allergie. Puis est venue la question, comment c'est arrivé? Sophie m'a jeté un coup d'œil une fois, puis s'est redressée. Mon cousin m'a poussé pour plaisanter. Je suis tombé dans des escaliers, a-t-elle dit. C'était dit comme un fait. Pas une histoire à pleurer, pas une supplique, juste un fait. Le visage de l'infirmière n'a pas bougé, mais son stylo a commencé à griffonner plus vite. La radiographie est revenue 20 minutes plus tard. Fracture du tibia, non déplacée, mais définitivement cassée. Vous avez de la chance qu'elle n'ait pas bougé, a dit le médecin. Si elle avait marché beaucoup plus avec ça. Il n'a pas terminé la phrase. Je l'ai terminée pour lui silencieusement, avec une liste de si et de pires scénarios, et une rage tranquille qui montait sous ma peau comme une deuxième pulsation. Après que le médecin soit parti, je me suis tourné vers Sophie. Dis-moi tout, ai-je dit, la chronologie complète. Elle a commencé à parler. Elle a dit qu'après la chute, elle a supplié d'aller à l'hôpital. Ils ont dit qu'il n'y avait pas le temps. C'était une journée de visite à pied, et les billets n'étaient pas remboursables. Ils ont dit qu'elle pouvait mettre de la glace à la fin de la journée. Ils l'ont fait marcher pendant 3 heures avec cette jambe. Elle a dit que lorsqu'elle a demandé à nouveau le lendemain matin, ils lui ont dit que si elle avait vraiment mal, elle pouvait se reposer à l'hôtel. Mais ils avaient une visite de vignoble réservée, et quelqu'un devait surveiller les enfants. Puis ils sont partis. Tous. Même Ben. Même mes parents. Ont-ils dit autre chose? Ai-je demandé. Elle a hésité. Ils m'ont dit que j'agissais comme toi. J'ai cligné des yeux. Comme moi? Comme tu étais avant. Reine du drame. Peur de tout. J'ai serré la mâchoire si fort que j'ai cru que j'allais me casser une dent. C'est là que j'ai su que ce n'était pas seulement de la négligence. C'était l'histoire qui se répétait. Et cette fois, ils essayaient d'effacer sa voix comme ils avaient essayé d'effacer la mienne.
Sauf que je ne les ai pas laissés faire. Et elle n'allait pas les laisser faire non plus. Je suis sorti dans le couloir et j'ai composé le numéro de mes parents. Mon père a répondu. Est-ce qu'elle va bien? A-t-il demandé, pas parce qu'il s'en souciait, mais parce qu'il savait que je finirais par tout savoir. Elle a une fracture, ai-je dit. Un médecin l'a confirmé. Eh bien, ça n'avait pas l'air si grave sur le moment. Ben l'a poussé. Une autre pause. Ce n'est pas vraiment juste. Il jouait juste. Vous l'avez tous vu arriver. Elle a trébuché. Non, vous l'avez vu la pousser, et vous êtes parti. Il n'a pas répondu. Je porte plainte, ai-je dit. J'ai eu une réaction. Erika, allons. Tu vas traîner toute la famille au tribunal pour ça? Oui. Pour un petit accident? Tu es irrationnel. Non, je suis une mère. J'ai raccroché. De retour dans la chambre, Sophie m'a regardé. C'était grand-papa. Oui. Qu'a-t-il dit? J'ai souri. Il a dit que j'étais irrationnel. Elle a cligné des yeux. Tu as raison. Ça l'a fait rire à nouveau. Toujours tremblante, toujours pâle, mais réelle. Et c'est là que j'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de notes et tapé « Demande de consultation juridique ». Négligence médicale, mise en danger possible d'un enfant. Parce que ce n'était plus seulement une question de justice. Il s'agissait de remettre les pendules à l'heure. De s'assurer que ma fille sache au fond d'elle que personne n'avait le droit de lui faire du mal sans conséquence. Même pas sa famille. Surtout pas sa famille. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit après la radiographie de Sophie. Pas à cause de l'adrénaline ou de la rage ou même du soulagement qu'elle soit enfin en sécurité, mais parce que mon cerveau n'arrêtait pas de construire des chronologies, des vols, des dépôts de dossiers, des arrangements de voyage, et une petite voix dans ma tête qui murmurait « Veux-tu vraiment traduire tes propres parents en justice ?» Oui. Oui, je le voulais. Pas parce que je voulais me venger. Pas même à cause de ce qu'ils m'ont fait. Il ne s'agissait pas de l'étiquette de « reine du drame » ou des randonnées de mon enfance. Il s'agissait de Sophie et de la façon dont sa voix s'est brisée quand elle a dit qu'elle ne voulait pas créer de drame. Comme si le fait d'être poussé dans un escalier et forcé de marcher sur une jambe cassée était en quelque sorte impoli à mentionner. Non, on en avait assez de laisser les choses passer. La vidéo est arrivée 3 jours plus tard. Escalier pour touristes. Lumière du soleil de midi. Ma fille debout avec un appareil photo, souriant. Ben, 12 ans, charge derrière elle, la pousse en plaisantant sur le coude. Elle se débat, glisse, s'écrase en avant hors du cadre. Puis la partie qui m'a retourné l'estomac, un groupe d'adultes. Marc, maman, papa, debout à l'arrière-plan regardant ça arriver. Personne ne court. Personne ne laisse tomber un sac. Ils restent tous là comme si ce n'était pas réel. Comme si elle n'était pas réelle. J'ai transmis la vidéo à mon avocat. Elle n'a pas répondu avec des mots, juste un pouce levé, on les a. Déposer la plainte signifiait revenir. Cela signifiait des comparutions au tribunal, de la paperasse, des entrevues et oui, prendre l'avion plusieurs fois. Du premier vol de retour, je me souviens à peine de la réservation. Je me souviens juste de Sophie me regardant à travers la cuisine et disant « Tu reprends l'avion ». J'ai hoché la tête. On dirait bien. Volontairement? Eh bien, pas volontairement, mais je ne suis plus figé non plus. Il s'avère qu'une fois que tu fais la chose que tu as juré que tu ne pourrais pas faire et que tu y survives, ça recable quelque chose. Elle a cligné des yeux. Alors, comme une thérapie? Plus comme une thérapie d'exposition vengeresse. Apparemment, la rage maternelle est plus forte que la peur de s'écraser. Quand nous sommes rentrés à la maison, les cris ont commencé. D'abord, Marc en personne. Tu fais vraiment ça, a-t-il aboyé, se pointant sur mon porche avec cette vieille suffisance, comme s'il dirigeait encore la famille. Je n'ai pas bronché. Oui. Tu vas nous détruire. Tu le sais, n'est-ce pas? Vous auriez dû y penser avant de laisser un enfant avec une jambe cassée dans une chambre d'hôtel. Ensuite, mes parents sont venus. Ils sont venus ensemble. Toujours un signe qu'ils complotaient. Maman a essayé la voie de la culpabilité, nous sommes tes parents, Erika. Tu ne peux pas nous traîner au tribunal. Que vont dire les gens? Papa a essayé la stratégie, laisse tomber maintenant,
et on pourra tous passer à autre chose. Je les ai regardés tous les deux dans les yeux. Vous l'avez fait marcher 3 heures avec une jambe cassée. Vous l'avez regardé tomber. Vous avez ri de sa douleur. Je ne laisse rien tomber. Ils sont partis en trombe, mais ils n'avaient pas fini. Les appels téléphoniques ont commencé ensuite. Tante Janine, cousine Rachel, même oncle Marty qui ne m'avait pas appelé depuis 2006. Ta mère est une épave. Marc pourrait perdre son emploi. Ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Ne fais pas ça à la famille. Alors je leur ai raconté ce qui s'était passé. À chacun, la vidéo, les radiographies, je cite, drame. Au 4e appel, le vent a commencé à tourner. Attendez, elle était vraiment blessée? Ils l'ont laissée seule? Finalement, les appels ont cessé. La salle d'audience n'était pas dramatique, pas de coups de marteau, pas de halètement, juste un juge fatigué et une poignée d'avocats échangeant de la paperasse et des dates. Mais la décision était claire, mise en danger d'un enfant, négligence médicale, défaut de signalement de blessure. Les trois, mes parents et Marc, ont reçu des inscriptions officielles à leur dossier. Pas de prison, mais les amendes étaient salées, le genre qui vous font pleurer. Et puis est venue la partie que Marc n'avait pas vu venir, il a perdu son emploi. Apparemment, les écoles n'aiment pas avoir des professeurs d'éducation physique avec une condamnation pour mise en danger d'un enfant. Ils ont dû déménager 6 semaines plus tard. Un endroit plus petit, un quartier malfamé. Maman a dit que c'était temporaire, mais j'ai appris d'une cousine qu'ils suppliaient pour de l'aide au loyer en moins d'1 mois. Ils ne m'ont pas demandé. Ils savaient qu'il valait mieux pas. J'avais arrêté les virements, fermé le compte secondaire. Plus de cadeaux d'anniversaire. Plus de « aidez-nous avec l'épicerie ce mois-ci ». Ils étaient seuls, et j'en avais fini. Sophie est devenue plus silencieuse après que tout ça se soit terminé. Pas repliée sur elle-même, juste plus sûre d'elle. Comme si elle n'avait plus besoin d'expliquer pourquoi elle ressentait ce qu'elle ressentait. Un soir, en pliant le linge, elle a dit « Je pense que j'aurais juste laissé tomber. » Je sais, mais je suis contente que tu ne l'aies pas fait. J'ai hoché la tête. Tu ne devrais pas avoir à crier pour être prise au sérieux. Plus tard, juste avant d'aller au lit, elle m'a montré un message de Ben, « Salut, je sais que c'est tard, mais je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû te pousser, même pour plaisanter. J'essayais d'être drôle. C'était stupide. Je me sens horrible. J'espère que ta jambe guérit bien. » Elle n'a pas pleuré. N'a pas répondu. A juste regardé l'écran pendant longtemps. Tu le crois, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Oui, je crois. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait forcé à envoyer ça. Et je la croyais. Sa jambe va bien maintenant, complètement guérie. Pas de dommages, pas de blessure durable. Juste un souvenir et une ligne tranquille qu'elle ne laissera plus jamais personne franchir. Je ne parle plus à ma famille. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai rien publié. J'ai juste arrêté de répondre, arrêté d'attendre des excuses, arrêté d'espérer qu'ils changeraient. Pas de drame, juste du silence. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ressemblait à la paix. Je déteste toujours prendre l'avion, mais je l'ai fait plusieurs fois, pour l'affaire, pour le travail, pour un court voyage avec Sophie pour fêter ça. Chaque fois, mes paumes transpirent, mon estomac se retourne. Mais j'y vais, et chaque fois que j'atterris, je me souviens de ce que Sophie a dit la première fois que je suis venu la chercher, tu es vraiment venu. Et je le ferai toujours. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou juste assez loin? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche.